Un millionnaire s'évanouit en reconnaissant son ex-femme disparue depuis 5 ans avec un garçon lui identique. Alexandre Durand, 40 ans, était l'incarnation du succès à Lyon. Fondateur d'une entreprise de technologie devenue l'une des plus influentes d'Europe, son nom apparaissait régulièrement dans les magazines économiques et sur les plateaux de télévision. Mais derrière l'image de l'entrepreneur visionnaire se cachait un homme brisé, rongé par une blessure jamais refermée. 5 ans plus tôt, Élise Moreau, sa femme, avait disparu sans laisser de traces. Un matin de juin, elle était sortie pour une promenade et jamais revenue. Aucun appel, aucun message, aucun témoin. La police avait fouillé chaque recoin de la ville, les médias s'étaient emparés de l'affaire, des battues avaient été organisées. Mais au bout de 6 mois, la piste s'était éteinte. Au bout d'1 an, on avait fini par la déclarer disparue. Et lui, Alexandre, s'était réfugié dans le seul domaine qu'il maîtrisait, le travail. En 5 ans, il avait transformé son entreprise en empire. Sa fortune avait triplé, son influence s'était étendue bien au-delà des frontières françaises. Il avait tout, sauf la paix. Chaque soir, dans son appartement vide sur les hauteurs de Fourvière, il regardait les photos d'Élise, tentant de comprendre. Elle était la femme qu'il avait aimée comme aucune autre. Son absence restait une énigme douloureuse. C'est à Paris, un soir d'automne, que le passé revint frapper à sa porte. Il était venu signer un partenariat avec une entreprise d'intelligence artificielle et venait de dîner dans un restaurant discret du Marais. Tandis qu'il sortait, saluant le propriétaire d'un geste distrait, son regard se posa sur une silhouette féminine de l'autre côté de la rue. Elle tenait un petit garçon par la main et riait doucement alors qu'il sautillait à ses côtés. Elle leva les yeux un instant et tout s'arrêta. Le monde sembla basculer. Le bruit de la circulation, les lumières des vitrines, les conversations autour, tout devint flou. Alexandre resta figé. Cette femme, c'était Élise. Il n'y avait pas de doute possible. Le visage, la démarche, même le rire, tout en elle lui appartenait. Et l'enfant? L'enfant avait ses yeux, ses traits, sa manière de froncer les sourcils, comme un miroir miniature. Alexandre sentit son cœur battre plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il fit un pas en avant, incapable de détourner le regard. Le garçon tirait légèrement la manche de sa mère, réclamant une glace ou un jouet, et elle se pencha pour lui répondre. C'est alors qu'elle leva de nouveau les yeux et le vit. Leur regard se croisa, longtemps, un souffle suspendu. Elle pâlit soudainement, se raidit et serra la main de l'enfant avec force. Puis, sans un mot, elle tourna les talons et s'éloigna rapidement dans la foule. Alexandre mit une seconde à réagir, puis l'instinct prit le dessus. Il traversa la rue presque en courant, manquant de peu une voiture, et se lança à leur poursuite. Mais Paris, à cette heure, regorgeait de passants, de recoins, de distractions. Il courait en balayant la rue des yeux, appelant son prénom « Élise », mais elle semblait avoir disparu comme elle l'avait fait 5 ans plus tôt. Haletant, perdu, il finit par s'arrêter à l'entrée d'une ruelle. La ville autour de lui poursuivait son rythme effréné, indifférente à la tempête qui grondait en lui. Était-ce possible? Avait-il vraiment vu ce qu'il pensait avoir vu? Était-ce un mirage, un coup du destin, ou la preuve que tout ce qu'il avait cru perdu ne l'était peut-être pas? Il retourna à son hôtel comme un homme ivre. Dans l'ascenseur, son reflet dans le miroir semblait plus vieux, plus fatigué. Mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, une lueur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, celle de l'espoir. Allongé sur le lit, il revit chaque seconde de cette apparition. Le visage d'Élise, les cheveux attachés comme elle le faisait souvent, son sourire et le petit garçon. 5 ans, peut-être un peu plus. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et s'ils étaient vraiment là, vivants, à Paris, alors il n'y aurait plus de repos tant qu'ils n'auraient pas compris. Qui était ce garçon? Pourquoi Élise avait-elle disparu? Pourquoi ne lui avait-elle jamais rien dit? Il ne savait pas encore les réponses. Mais une chose était sûre, il ne laisserait pas cette nouvelle piste lui échapper. Le lendemain matin, Alexandre se leva à l'aube. La nuit avait été blanche. Aucune minute de sommeil n'avait pu venir chasser l'image d'Élise et de l'enfant de son esprit. Il avait revu cette scène 1000 fois, comme un film obsédant. Il se souvenait même de la robe qu'elle portait, d'un bleu doux et du sac en bandoulière sur son épaule. Tous les détails semblèrent gravés dans sa mémoire avec une netteté presque irréelle. Il ne pouvait plus douter. Ce n'était pas une illusion, c'était elle. Déterminé à en avoir le cœur net,
Il retourna sur les lieux dès les premières lueurs du jour. Le quartier du Marais se réveillait lentement, encore enveloppé de cette brume légère, propre au matin parisien. Le restaurant était fermé, les rues encore calmes. Il longea les trottoirs, observa les vitrines, les balcons, les façades. Il s'arrêta devant la ruelle où elle avait disparu. Rien. Mais il n'était pas venu pour espérer une seconde apparition. Il voulait comprendre, suivre la logique, recueillir des indices. Il entra dans la boulangerie d'en face, prétextant un café. Le serveur, un jeune homme jovial, l'accueillit avec le sourire. Alexandre le fixa avec intensité. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il d'une voix calme mais pressante. « 3 ans, répondit le serveur. « Pourquoi ?»« Hier soir, une femme est passée par ici avec un enfant. Elle portait une robe bleue, cheveux châtains attachés. Elle semblait pressée. » Le serveur fronça les sourcils, réfléchissant. « Ouais, je crois que je l'ai vue. Elle vient parfois ici. Toujours avec le même petit garçon, très discret, poli. Mais je ne connais pas son nom. Vous sauriez où elle habite ?» Le serveur haussa les épaules, gêné. « Je sais seulement qu'elle tourne souvent vers la rue de Sévigné, mais après... » Désolé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Alexandre sortit de la boulangerie, sa tasse à la main, et se dirigea vers la rue indiquée. Il savait qu'il allait devoir fouiller, interroger, chercher encore et encore, et surtout agir prudemment. Quelque chose dans le regard d'Élise la veille lui avait paru étrange. Ce n'était pas de la surprise, mais de la peur, comme si elle ne s'attendait pas seulement à le voir, mais qu'elle redoutait sa présence. Pourquoi? Il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il passa la journée à errer dans le quartier, à poser des questions sans paraître trop insistant. Il montra discrètement une photo d'Élise prise des années auparavant à quelques commerçants. Certains haussèrent les épaules, d'autres prétendirent ne pas savoir. Mais en fin d'après-midi, dans une petite librairie, une femme âgée lui fit signe de s'approcher. « Cette femme, dit-elle en désignant la photo, je la connais. Elle vient souvent ici avec son fils. Il aime les histoires de pirates. Vous savez où elle vit? Non, mais je crois qu'elle travaille non loin d'ici. Dans une galerie ou un atelier. J'ai entendu le garçon dire qu'il devait retourner à l'atelier de maman. Un atelier, une galerie. » Alexandre sentit l'adrénaline remonter. Cela confirmait l'idée qu'elle s'était recréée une vie à Paris, dans le secret le plus total. Il remercia chaleureusement la libraire et sortit avec un nouvel objectif. Visiter toutes les galeries du quartier. Il y en avait plusieurs, certaines modernes, d'autres plus anciennes. Il entra dans chacune, posant les mêmes questions, guettant une réaction. Au bout de la 6e tentative, dans une galerie spécialisée dans les peintures contemporaines, il vit au fond de la salle une toile, une œuvre abstraite, faite de formes désordonnées et de couleurs mélancoliques. Et dans un coin, une signature qu'il ne pouvait pas ignorer. E. M. Élise Moreau. Il sentit son cœur se serrer. La galeriste, une femme élégante au regard vif, s'approcha. « Elle vous plaît ? C'est une œuvre d'une artiste discrète mais talentueuse. Nous exposons ses tableaux depuis 2 ans. Elle travaille ici ? Non, elle dépose ses œuvres. Elle vient rarement, toujours en fin de journée. Elle ne parle pas beaucoup, très réservée. Vous connaissez son adresse ? Je suis désolé, nous respectons la confidentialité de nos artistes. » Alexandre savait qu'il n'obtiendrait rien de plus ici. Mais il avait désormais une certitude. Élise vivait bien ici, à Paris, et peignait toujours. Et surtout, elle avait choisi de cacher son identité, même dans sa signature. Pourquoi? Quel danger fuyait-elle? Quel secret protégeait-elle avec tant de détermination? Il rentra à son hôtel avec un sentiment étrange, partagé entre euphorie et angoisse. Il avait retrouvé la trace d'Élise. Il savait qu'elle était vivante, qu'elle élevait un enfant, leur enfant, et qu'elle avait choisi l'ombre plutôt que la lumière. Mais cette vérité n'apportait pas encore les réponses qu'il cherchait. Elle posait simplement plus de questions. Et désormais, Alexandre ne pouvait plus reculer. Il avait ouvert une porte, et il devait aller jusqu'au bout. Peu importait ce qu'il découvrirait, il devait comprendre pourquoi la femme qu'il aimait avait disparu, et pourquoi elle tremblait encore à l'idée qu'il puisse la retrouver. Le lendemain, Alexandre retourna une nouvelle fois dans le Marais, son esprit consumé par une seule obsession, retrouver Élise. Mais cette fois, il ne chercha pas à interroger ni à suivre des pistes incertaines. Il décida de rester immobile, patient, devant la galerie où l'une de ses toiles était exposée.
La galeriste avait dit qu'elle venait parfois en fin de journée. Ce serait le meilleur moment pour espérer un contact. Il passa toute l'après-midi à proximité, assis à la terrasse d'un café, l'œil rivé sur l'entrée de la galerie. Il observait chaque passant, chaque visage féminin avec attention. Le temps s'écoulait lentement, rythmé par les tintements de tasses et le murmure de conversations étrangères. À mesure que le ciel se teintait d'orange, son cœur battait plus vite. L'attente lui rongeait les entrailles. Puis, à peine quelques minutes avant la fermeture, il la vit. Élise avançait lentement, vêtue d'un manteau beige, une écharpe grise nouée autour du cou. Le petit garçon marchait à ses côtés, tenant une boîte à dessin contre lui. Elle se tenait droite, le regard discret, mais chaque geste trahissait une tension sous-jacente. Alexandre sentit son souffle se couper. Elle était là, à quelques mètres, vivante, belle, mais si lointaine. Il attendit qu'elle entre dans la galerie. Puis, sans réfléchir davantage, il se leva, traversa la rue et entra derrière elle. La pièce était silencieuse. La galeriste, surprise par cette visite tardive, leur lança un regard interrogatif, mais n'intervint pas. Alexandre s'approcha lentement. Élise tournait le dos, penchée sur une toile. Le petit garçon dessinait dans un coin concentré. Élise, elle se figea. Lentement, elle se redressa, puis se retourna. Leurs regards se croisèrent, pour la première fois depuis 5 ans. Elle était pâle, les yeux larges, comme si le passé venait de surgir dans sa réalité fragile. Un long silence s'installa. Puis, elle murmura, presque inaudible, « Tu ne devrais pas être ici. »« Je n'ai jamais cessé de te chercher, » répondit-il. « Pourquoi? Pourquoi avoir disparu? Pourquoi ne pas m'avoir dit ?» Elle secoua la tête vivement, jetant un regard rapide vers le garçon. « Pas ici. Pas maintenant. Je ne peux pas... »« C'est ton fils ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Elle ne répondit pas. Un éclair de douleur traversa son visage. Puis elle s'agenouilla près de l'enfant, lui parla doucement à l'oreille. Le garçon hocha la tête. Elle se releva, puis fit signe à Alexandre de la suivre dehors. Ils marchèrent en silence jusqu'à une petite place isolée, entourée d'arbres. Elle s'arrêta enfin et croisa les bras, tremblante. « Il s'appelle Noé, dit-elle. Il a 5 ans. C'est ton fils. » Alexandre recula d'un pas, comme frappé physiquement par la révélation. Son fils. 5 ans. Il tenta de parler, mais les mots restèrent coincés. Une douleur immense, mais aussi une joie brutale, s'empara de lui. « Pourquoi ne pas m'avoir dit? Pourquoi m'avoir laissé croire que tu étais morte ?» Elle détourna les yeux, fixant les pavés. « Je ne pouvais pas. Il fallait que je disparaisse, il fallait que tu sois en sécurité. »« En sécurité ?» répéta-t-il, abasourdi. « De quoi? Tu parles comme si... » Elle le regarda enfin, le visage durci. « Ce que je vais te dire, tu dois le garder pour toi. Personne ne doit savoir que tu m'as retrouvé. Sinon, tout recommencera. » « Recommencer quoi, Élise? Dis-moi la vérité. » Elle hésita longuement. Puis, d'une voix basse, brisée, « J'étais impliqué dans quelque chose avant notre mariage. Quelque chose que je n'ai jamais pu t'avouer. Une affaire dangereuse. Des gens puissants, sans scrupules. J'ai été témoin de choses que je n'aurais jamais dû voir. Et quand j'ai voulu tout quitter pour toi, ils m'ont retrouvé. J'ai eu peur. Pour moi, pour toi, pour l'enfant que je portais. Alors j'ai fui. » Alexandre sentit la colère monter en lui, mêlée à une profonde incompréhension. « Tu aurais pu me faire confiance. On aurait pu partir ensemble. » « Non, ils t'auraient tué. Ils auraient pris Noé. Tu ne comprends pas, Alexandre. Ce n'est pas un simple secret. C'est un piège, un réseau. J'ai survécu parce que j'ai disparu. » Il recula, bouleversé. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. La disparition d'Élise n'était pas un drame aléatoire. C'était une fuite, une protection. « Et maintenant, tu vas repartir? Me fuir encore ?» Elle secoua la tête. « Je ne peux pas rester. Mais je ne peux pas non plus fuir éternellement. Si tu m'as retrouvé, ils peuvent le faire aussi. Tu ne dois parler à personne. Pas même à tes proches. Si quelqu'un découvre que tu m'as vu, Noé est en danger. » Alexandre ferma les yeux un instant. Une décision terrible se dressait devant lui. Il venait de retrouver la femme qu'il aimait et un fils dont il ignorait l'existence. Mais cette vérité s'accompagnait d'une menace obscure, invisible, prête à ressurgir. Il rouvrit les yeux et murmura « Je ne te laisserai plus partir. » La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville d'un voile bleu et doré.
Sur la petite place où il s'était arrêté, les lampadaires projetaient des ombres longues et tremblantes. Alexandre restait face à Élise, le souffle court, les poings serrés. Le monde autour d'eux semblait figé, comme suspendu à cet instant où deux vides s'étaient croisés de nouveau après 5 années d'absence et de secret. Élise tourna la tête, guettant les mouvements dans la rue, puis revint à lui, son regard brûlant d'une tension qu'il ne lui connaissait pas. Il avait devant lui une femme transformée, plus méfiante, plus dure, mais toujours aussi belle. Ses yeux, autrefois doux et rêveurs, portaient désormais une lueur de vigilance constante. « Si tu restes, dit-elle doucement, tu dois comprendre une chose. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ce que je t'ai dit ce soir, ce n'est que le début. Il y a des choses que je ne peux pas encore t'expliquer. Pas ici, pas comme ça. » Alexandre ne répondit pas tout de suite. Il observait les gestes d'Élise, chacun d'eux empreint de prudence. Elle regardait autour d'elle avant de parler, changeait légèrement de posture comme pour brouiller les repères, comme si elle s'attendait à être suivie ou écoutée. « Je suis prêt, dit-il enfin, mais je veux comprendre. Tout. » Élise le fixa longuement, comme pour évaluer la sincérité de ses mots. Puis elle baissa la voix. « Noé croit que son père est mort dans un accident juste après sa naissance. C'est ce que je lui ai dit pour le protéger. Il ne connaît rien de toi, il n'a jamais vu de photos. Si tu veux faire partie de sa vie, il faudra le faire progressivement, sans révéler ton identité. Du moins, pas encore. » Le cœur d'Alexandre se serra. Entendre qu'il était, pour son propre fils, un inconnu disparu, lui fit l'effet d'un poignard. Mais il comprenait. Tout en lui refusait cette injustice, mais la peur qu'il lisait dans les yeux d'Élise était trop réelle pour être ignorée. Et moi, que vais-je dire à ceux qui me demandent pourquoi je reste à Paris? À mes associés? Mes proches? Tu leur dis ce que tu veux du moment que ça ne mène pas à moi. Invente une histoire. Mais ne donne jamais ton adresse. Ne dis jamais que tu m'as vu. Pas un mot, Alexandre. Tu dois promettre. Il hocha lentement la tête. Il n'avait jamais imaginé qu'aimer Élise signifierait entrer dans un monde d'ombre, de silence, de méfiance permanente. Mais il l'acceptait, parce qu'il n'avait plus le choix. Il l'aimait encore, et plus que jamais maintenant qu'il savait qu'elle l'avait quitté pour le sauver. « D'accord, dit-il, je te le promets. » Elle ferma les yeux un instant, soulagée, puis elle reprit. « Il y a une autre condition. Pendant quelque temps, je vais devoir rester en retrait. Je te dirai où voir Noé, de loin. Peut-être qu'un jour je pourrai t'introduire doucement dans sa vie, mais il ne doit pas sentir de rupture. Il ne doit pas avoir peur. »« Je le comprends, répondit-il. Mais toi, tu comptes disparaître de nouveau ? » ?»« Non, je resterai à Paris. Je continuerai à peindre. Je viendrai à la galerie. Mais nous ne pourrons pas nous voir trop souvent. Pas encore. J'ai recommencé à recevoir des messages, des menaces, discrètes, mais claires. Ils savent que je suis quelque part. Si je fais un faux pas, ils me retrouveront. Qui sont-ils, Élise? Tu dois me le dire. Je peux t'aider. Je peux engager des spécialistes, la police. Non, coupa-t-elle, presque furieuse. La police ne peut rien. Ils sont infiltrés partout. Ce sont des gens qui contrôlent, manipulent, éliminent. Tu ne les connais pas. Moi, si. Et c'est pour ça que je suis encore en vie. Il recula, abasourdi. La terreur qu'elle portait dans sa voix était si absolue qu'elle semblait irréfutable. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une peur construite sur des faits vécus, sur des années de fuite, de silence, de prudence. Ils marchèrent un moment sans parler, remontant la rue en direction du square où Noé les attendait, assis sur un banc, les jambes balançant dans le vide. Il dessinait dans son carnet, absorbé. Lorsqu'il vit sa mère revenir, il se leva aussitôt. « On rentre ?» demanda-t-il joyeux. « Oui, mon cœur », répondit-elle avec un sourire qu'elle força à être naturel. Elle lança un regard furtif à Alexandre. « Il va nous accompagner un petit bout de chemin, d'accord ?» Noé haussa les épaules, acceptant la présence de cet inconnu avec l'innocence naturelle de l'enfance. Ils marchèrent ainsi à trois, en silence, jusqu'à une rue tranquille bordée d'arbres. Arrivée devant un immeuble ancien, Élise se tourna vers Alexandre. « C'est ici que je vis, mais tu ne viendras jamais. Pas sans prévenir. Je te contacterai. Et s'il te retrouve, j'ai plusieurs cachettes. Si je disparais encore, je laisserai une trace, pour toi. Une seule. » Il hocha la tête, puis, lentement, elle ouvrit la porte, fit entrer Noé et referma derrière elle, sans un mot de plus.
Alexandre resta seul sur le trottoir, regardant le bois de la porte. Ce soir, il venait de sceller un pacte terrible, aimer dans le secret, attendre sans exister, protéger sans se montrer. Et il l'avait accepté. Le lendemain matin, Alexandre n'avait pas fermé l'œil. L'image d'Élise, les révélations de la veille, et surtout le regard curieux de Noé lui tournèrent dans la tête comme une litanie obsédante. Il se leva tôt, descendit prendre un café à la brasserie de l'hôtel, puis s'installa dans un coin discret, observant les passants à travers la baie vitrée. Chaque silhouette devenait suspecte, chaque voiture garée trop longtemps éveillait en lui un doute. Était-ce ça, vivre dans l'ombre? Il comprenait mieux désormais la tension permanente qu'il avait perçue chez Élise. Ce n'était pas du jeu, c'était une chasse invisible. Il retourna dans le marais, mais cette fois sans chercher à la revoir. Il n'avait pas encore reçu de message de sa part, et il savait que le moindre geste de sa part pouvait mettre en péril l'équilibre fragile qu'ils venèrent de recréer. Mais l'inaction lui était insupportable. Il devait agir, à sa manière. Il devait comprendre qui étaient ces hommes qui poursuivaient Élise et pourquoi elle les craignait à ce point. Il connaissait ses compétences, il savait enquêter, et surtout, il avait les ressources pour creuser, discrètement. Son premier réflexe fut de contacter un ancien collègue, Éric Lambert, un expert en cybersécurité qu'il avait autrefois embauché dans son entreprise avant que celui-ci ne parte fonder sa propre structure. Éric lui devait une faveur et surtout, il était l'un des meilleurs dans son domaine. Ils se retrouvèrent dans un café anonyme, à l'écart du centre. Alexandre choisit ses mots avec soin, évitant les détails les plus sensibles. « Je cherche à savoir si une personne est surveillée. Et par qui? Rien d'officiel. Aucune plainte déposée. Juste une intuition et une peur réelle. » Éric hocha la tête, habitué à ce genre de demande. Mais il était aussi prudent. « Tu sais que ça peut prendre du temps, surtout si ce sont des pros. Il y a des traces numériques. Mais si ce sont des anciens agents ou des gens liés à des sphères discrètes, on peut tomber sur du vide, ou pire. Je veux juste savoir si elle est suivie, si son adresse est compromise, si quelqu'un d'extérieur interagit avec ses données ou ses comptes. Et je veux que personne ne sache que je suis derrière. » Éric acquiesça, nota quelques éléments dans un carnet crypté, puis se leva. « Donne-moi 48 heures. 2 jours à attendre. 2 jours à marcher, observer, interroger sans poser de questions. » Alexandre commença une surveillance discrète de la galerie. Il s'installa chaque jour au même café, à la même heure, à la même table. Il devint un élément du décor. Il observa les allées et venues, les clients réguliers, les livreurs, les inconnus. Le 2e jour, il remarqua un détail troublant. Un homme en costume sombre, lunettes teintées, se tenait chaque matin à la même intersection, sans téléphone apparent, sans geste identifiable. Il fumait lentement, regardait devant lui, puis disparaissait. Au début, Alexandre pensa à une coïncidence, mais le 3e jour, il le revit. Puis un autre homme plus petit en veste beige qui passait devant la galerie 3 fois en 10 minutes. Alexandre photographia discrètement les 2 individus, les envoya à Éric. Le soir même, il reçut un message crypté. « Ton instinct ne t'a pas trompé. Les 2 hommes ont des profils flous. Faux noms sur les réseaux sociaux, téléphone jetable, pas de présence légale identifiable. J'ai réussi à tracer le signal de l'un d'eux. Il envoie des données vers un serveur situé hors d'Europe, protégé par une série de pare-feux militaires. » Alexandre sentit une sueur froide couler dans son dos. Ce n'était pas une bande de petits escrocs. C'était structuré, organisé, et probablement dangereux. Le lendemain, il reçut enfin un message discret d'Élise, transmis via une messagerie chiffrée. 3 mots, place Dauphine, 16 heures. Il s'y rendit à pied, profitant des ruelles calmes pour éviter les regards. Lorsqu'il arriva, Élise l'attendait déjà, assise sur un banc, un livre à la main. Elle portait des lunettes de soleil et une casquette, presque méconnaissable. « Tu les as vus, n'est-ce pas ?» dit-elle sans lever les yeux. 2 hommes. Le même tous les matins et un autre plus discret. Éric a confirmé qu'ils sont liés à un serveur étranger. Aucun doute, ils te surveillent. Elle ferma le livre d'un geste sec. Ils sont revenus, plus tôt que prévu. Ça veut dire qu'ils savent que tu m'as retrouvé. Et maintenant, je dois partir, pas loin, changer d'appartement, effacer toute trace. Ce n'est pas la première fois. Tu vas emmener Noé? Bien sûr, il ne doit jamais être séparé de moi. Alexandre sentit une rage sourde l'envahir.
Toute cette mascarade, toute cette fuite perpétuelle, il en avait assez. Il voulait comprendre, agir et surtout protéger. « Je veux être avec vous, même si je dois disparaître moi aussi. » Élise tourna enfin les yeux vers lui, le regard brillant. « Tu ne sais pas ce que ça implique. Tu crois que tu peux tout affronter, mais ces gens ne laissent pas de deuxième chance. Si tu t'approches trop, ils détruiront ta vie, ta société, ton nom. Ils ont déjà détruit tout ce qui comptait. » Un silence s'installa, un silence chargé de décision. Ce jour-là, sur ce banc discret de la place Dauphine, un second pacte fut scellé, plus profond, plus risqué. Alexandre n'était plus seulement un spectateur de cette cavale, il en devenait acteur. Et il allait plonger dans ce monde obscur, non pas pour comprendre, mais pour les affronter. Le déménagement d'Élise se fit en une nuit. Alexandre ne vit pas le nouvel appartement, ne connut ni l'adresse ni même le quartier. Tout ce qu'il savait, c'était qu'ils avaient quitté le Marais. Il reçut un simple message au matin. « C'est fait, nous sommes en sécurité. Pour l'instant. » À partir de là, les contacts se firent rares, distillés au compte-gouttes. Pas de téléphone, pas de visite, seulement des points de rendez-vous aléatoires, parfois annulés à la dernière minute. Pendant ce temps, Alexandre intensifiait ses recherches. Eric, son allié invisible, fouillait les profondeurs du réseau, traquant les noms, les alias, les traces numériques laissées par les hommes qu'il avait repérés. Ce qu'il découvrit confirma les craintes d'Élise. « Ils sont liés à une ancienne structure de renseignement privé », expliqua Eric lors d'un appel crypté. Une boîte noire qui aurait travaillé pour plusieurs gouvernements, puis qui a disparu après une série de scandales. Depuis, ils opèrent dans l'ombre pour le compte de puissances économiques ou politiques. Ce ne sont pas des amateurs. Ils sont entraînés, financés, protégés. Et ils veulent quoi d'Élise? Pourquoi la suivre? Demanda Alexandre, la voix tendue. Elle a dû voir ou entendre quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû. Ces types n'oublient rien. Et surtout, ils n'aiment pas les témoins vivants. La colère grandissait en lui. Il ne pouvait plus supporter cette position passive, cette attente empoisonnée. Alors il décida d'agir. Il retourna dans leurs souvenirs, reconstitua chaque conversation passée avec Élise, chaque détail de son comportement avant sa disparition. Il se souvenait d'un moment précis, peu avant qu'elle ne s'évanouisse de sa vie, une nuit où elle était rentrée bouleversée d'un vernissage auquel elle était allée seule. Elle avait dit qu'elle ne s'y était pas sentie à sa place, qu'elle avait surpris des propos étranges, presque codés entre deux invités. À l'époque, il n'avait pas insisté. Mais maintenant, ce détail prenait un tout autre sens. Il retrouva la liste des invités de cet événement. Grâce à ses contacts dans la presse, il mit la main sur des photos de la soirée, puis les fit analyser par un logiciel de reconnaissance faciale. 3 noms ressortirent. 2 étaient anodins, le 3e non. Gabriel Turien. Officiellement, il était consultant en stratégie pour des institutions européennes. Officieusement, son nom apparaissait dans plusieurs enquêtes enterrées, notamment liées à des contrats opaques dans l'énergie, la défense et la surveillance. Il était l'un des piliers silencieux de l'ancien monde. Et surtout, il avait disparu du paysage médiatique peu après cette fameuse soirée. Alexandre s'obséda sur ce nom. Il le fit remonter à Eric, qui confirma rapidement « Turien est lié à la structure que je t'ai mentionnée. Son nom est codé dans leur base de données interne. Je crois qu'Élise l'a entendu parler ou vu quelque chose ce soir-là. Ce n'est pas un hasard. Tout s'alignait. Élise n'avait jamais parlé à la police. Elle avait fui. Mais elle avait fui parce qu'elle savait que le danger ne viendrait pas de la justice, mais de ce monde parallèle, intouchable. Et maintenant, ce monde revenait la traquer. Alexandre décida de pousser plus loin. Il utilisa une de ses sociétés écrans à Genève pour organiser une fausse conférence sur les innovations en cybersécurité. Il invita plusieurs figures du monde discret des renseignements d'affaires. Parmi eux, Gabriel Turien. Et contre toute attente, l'homme accepta. Le jour de l'événement, Alexandre fit tout pour se tenir en retrait. Il observa Turien depuis une pièce voisine, derrière une vitre sans teint. L'homme était plus vieux, plus massif que dans les photos. Il parlait peu, regardait beaucoup, et surtout il semblait reconnaître tout le monde, même ceux qu'il n'avait jamais rencontrés. Un professionnel du silence. Quand la conférence se termina, Turien passa près de la sortie secondaire, là où Alexandre l'attendait. Il se posta devant lui, tendit la main. « Monsieur Turien, je suis ravi que vous ayez accepté notre invitation. » L'homme s'arrêta,
l'examina sans sourire. Alexandre Durand. Le génie lyonnais. J'ai suivi votre parcours. Je suis flatté. Mais je vous avoue que c'est moi qui vous ai suivi de loin. J'ai entendu parler de vous à travers des cercles, très restreints. Un silence, puis sans détour. Vous cherchez quelque chose, n'est-ce pas? Je cherche à comprendre pourquoi une femme a dû disparaître pendant 5 ans pour avoir simplement assisté à un de vos événements. Le visage de Thurien resta impassible, mais ses yeux s'assombrirent légèrement. Certaines personnes voient des choses qu'elles ne devraient pas, et certaines vérités sont plus dangereuses que les mensonges. Et les enfants, vous les poursuivez aussi? Thurien pencha légèrement la tête. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer. Dites à votre amie qu'elle n'aurait jamais dû revenir à Paris. Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Alexandre glacé. Ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, Alexandre comprit une chose essentielle. Il n'y aurait pas de répit. Tant qu'Élise et Noé existeraient, tant qu'ils porteraient la mémoire de ce qu'ils avaient vu ou entendu, ils resteraient en danger. Il devait les protéger, non plus en fuyant, mais en affrontant. Le lendemain de sa rencontre glaçante avec Gabriel Thurien, Alexandre se réveilla avec une résolution nouvelle, presque brutale. Il ne suffisait plus de comprendre, il fallait agir, démanteler, exposer. Le regard de Thurien, son ton glacial, cette menace à peine voilée, tout confirmait que ce réseau n'était pas seulement dangereux, il était prêt à tout pour effacer ses traces, y compris effacer des vies. Élise ne pouvait plus vivre cachée. Noé ne pouvait pas grandir dans la peur. Et lui, Alexandre, ne pouvait plus être le spectateur d'un théâtre d'ombre. Il devait mettre la lumière là où personne n'osait regarder. Il contacta discrètement un journaliste d'investigation qu'il connaissait depuis plusieurs années, Samuel Kléber. Samuel était l'un des rares à avoir osé s'attaquer aux dérives des services de renseignement privatisés. Il avait été menacé, censuré, mais n'avait jamais reculé. Ils se retrouvèrent dans une ancienne imprimerie désaffectée, reconvertie en espace de travail pour journalistes indépendants. Samuel écouta, carnet en main, pendant qu'Alexandre retraçait tout. La disparition d'Élise, ses retrouvailles, la filature, les hommes suspects, la structure secrète, le rôle de Thurien. Tu sais que si je touche à ce nom, je signe probablement la fin de ma carrière, dit Samuel d'une voix calme, peut-être même plus. Je sais, mais c'est la seule manière de les arrêter. Il faut qu'ils aient peur, eux aussi. Il faut que quelqu'un regarde dans leur direction, avec une lampe allumée. Samuel prit quelques secondes, puis referma son carnet. Je vais enquêter, discrètement. Si je trouve quelque chose de solide, je le publierai. Mais il me faudra des preuves, et beaucoup de prudence. De son côté, Alexandre décida de remonter encore plus loin. S'il voulait comprendre pourquoi Élise avait été prise pour cible, il devait retrouver le dossier qu'elle avait mentionné dans leur dernière conversation, ce qu'elle avait vu, entendu, avant de tout quitter. Il se souvenait d'un nom qu'elle avait prononcé à demi-mot à l'époque, sans contexte. Athéna. Ce mot n'avait fait sens que plus tard, en le recoupant avec les notes d'Éric, le projet Athéna, une opération classée confidentielle née à la fin des années 2000, censée surveiller les flux financiers entre certaines entreprises européennes et des régimes autoritaires. Ce projet avait été officiellement abandonné après un scandale diplomatique, mais certains rapports laissaient entendre qu'il avait survécu sous d'autres noms dans d'autres circuits. Élise, avant sa disparition, avait été brièvement engagée comme assistante de coordination pour une fondation culturelle européenne, façade supposée pour certaines opérations de collecte de données. Elle n'en avait jamais parlé clairement. Mais maintenant, les pièces s'imbriquaient. Elle avait vu, entendu, peut-être même enregistré quelque chose lié à ce projet, quelque chose de compromettant. Il en parla à Éric, qui fouilla les bases de données internes d'anciens prestataires liés à la fondation. Après des heures de recherche, il trouva un fichier étrange, un enregistrement audio fragmenté, codé, sans métadonnées. Il le transmit à Alexandre, accompagné d'un seul message. « Si c'est ce que je pense, alors vous tenez une bombe. » Alexandre écouta l'enregistrement dans la pénombre de sa chambre d'hôtel. Une voix masculine, posée, énonçait calmement des directives. Elle parlait de transfert de fonds, de manipulation de contrats d'aide humanitaire, de gestion de faux bénéficiaires. Puis une autre voix, féminine, nerveuse, posait des questions. Et soudain, un silence. Puis cette phrase. « Si quelqu'un parle, on efface. »
Le frisson fut immédiat. Cette femme, c'était Élise. Pas de doute. Il reconnaissait sa voix. Elle avait été présente. Elle avait capté ses mots. Et elle était devenue un problème, un témoin. Alexandre transféra l'enregistrement à Samuel. Quelques heures plus tard, le journaliste le rappela, la voix plus grave que jamais. « C'est une preuve accablante, mais ça va attirer des monstres. Dès qu'on publie ça, ils vont frapper. Pas par la loi, par la peur. Tu es prêt à ce que ça devienne incontrôlable ? Je n'ai pas le choix. » Samuel promit de commencer à rédiger un article, mais de prendre toutes les précautions pour garantir la protection des sources. Il travaillerait depuis l'étranger sur un serveur sécurisé. Pendant ce temps, Alexandre retrouva Élise dans un appartement temporaire, un lieu vide, presque nu, qu'elle n'occupait que pour quelques jours. Il lui raconta tout, Thurien, l'enregistrement, le journaliste. Elle resta figée un instant, puis dit « Ils vont tenter d'éteindre l'incendie avant qu'il se propage. Ils vont chercher l'origine et remonter jusqu'à nous. Ce que tu fais est juste, mais dangereux. Alors on doit aller plus vite qu'eux, les exposer avant qu'ils ne réagissent. Publier l'enregistrement, forcer l'opinion à regarder. Une fois que ce sera public, ils ne pourront plus agir dans l'ombre. » Élise le regarda longuement. Il n'était plus l'homme qu'elle avait quitté. Il était devenu quelqu'un de prêt à défier les puissants pour protéger ce qu'il aimait. Elle se leva, marcha lentement vers lui et murmura « Alors faisons-le brûler. » Le dimanche suivant, à 9 h du matin, un article choc fut publié simultanément sur 3 plateformes indépendantes d'investigation. Le titre, sobre mais percutant, s'étalait en une « Athéna, la vérité enterrée ». Signé Samuel Kléber, le papier révélait l'existence d'un projet clandestin mêlant détournement de fonds, manipulation politique et suppression de témoins. En pièces jointes, l'enregistrement audio. Aucune identité n'y était directement mentionnée, mais les descriptions et les données techniques permettaient de reconnaître les lieux, les dates, les structures impliquées. En moins d'1 heure, les serveurs des sites furent saturés. Des milliers de partages, des réactions de personnalités publiques, des promesses d'ouverture d'enquête. Et dans l'ombre, une panique silencieuse s'installait dans les cercles concernés. Alexandre, debout devant la baie vitrée de sa chambre d'hôtel, lisait les premières réactions en temps réel. Il sentait la pression s'accumuler, non pas comme un poids, mais comme un courant électrique. Ce qu'il avait déclenché ne pouvait plus être arrêté. Il venait de transformer une traque secrète en affaire d'État. Il reçut un message chiffré de Samuel. « J'ai dû quitter Paris. Ils ont tenté de pénétrer chez moi cette nuit. J'ai des copies de tout, mais on ne peut plus reculer. » Il appela immédiatement Élise. Elle répondit d'un souffle. « Je l'ai lu et entendu. Ils savent, ils vont réagir. Il faut que tu partes, toi et Noé. J'ai déjà un plan, un endroit, pas pour longtemps. Juste de quoi observer ce que le monde va faire. Ou, mieux que tu ne saches pas. » Alexandre sentit un vertige. Il avait cru qu'en révélant la vérité, il protégerait Élise. Mais en vérité, il avait juste retiré le couvercle d'un nid de serpent. Car très vite, la contre-attaque commença. Les médias traditionnels commencèrent par ignorer la publication. Puis certains lancèrent le doute. Fake news, manipulation, complotisme. Des experts invités sur les plateaux minimisaient l'enregistrement, prétendaient qu'il pouvait être fabriqué. D'anciens ministres parlaient de vengeance personnelle, de campagne de discrédit. Mais dans les coulisses, l'agitation était réelle. Des perquisitions discrètes furent menées dans plusieurs ONG mentionnées dans l'article. Des employés furent interrogés, et surtout des noms commencèrent à fuiter. Gabriel Thurien fut convoqué par une commission européenne. Sa photo, autrefois rare, fut placardée partout. Alexandre ne sortait presque plus. Son hôtel changea 2 fois en 3 jours. Il portait des lunettes teintées, un bonnet, et ne se déplaçait qu'à pied en suivant des itinéraires imprévisibles. Mais il savait que l'anonymat ne durerait pas. Il fut contacté par une femme nommée Claire Heinemann, juriste au sein d'un collectif européen pour la transparence institutionnelle. Elle avait lu l'article. Elle cherchait à entrer en contact avec la source. Elle parlait vite, avec une assurance calme. « Nous avons les moyens de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais il nous faut du concret, des témoignages, des identités, des pièces irréfutables. Vous avez l'enregistrement. Ce n'est qu'un début. Ce que vous détenez est explosif, mais sans les visages, sans les documents, ils gagneront.
Alexandre hésita. Il savait que chaque information donnée les exposait un peu plus, mais il savait aussi que se taire maintenant, c'était abandonner. « Si je vous aide, vous devez me garantir que le nom de cette femme n'apparaîtra jamais. Ni celui de l'enfant, ni aucun lien vers moi. » Claire hocha la tête, puis tendit une carte mémoire cryptée. « Mettez-y ce que vous pouvez, et laissez-moi le reste. » Il transmit une version filtrée des éléments en sa possession. Transcription de conversation, photographies anonymisées, documents retrouvés dans les archives d'Élise. Le tout camouflé, sans lien direct vers elle. Le lendemain, un rapport préliminaire fut déposé auprès du Parlement européen. Le nom Athéna y figurait noir sur blanc. Et surtout, la question suivante. Pourquoi un projet abandonné officiellement en 2009 continuait-il d'opérer en 2025? Mais dans l'ombre, les représailles s'intensifiaient. Éric l'appela à minuit, la voix grave. « Ton nom circule. Pas dans les médias, dans les circuits qu'on ne voit pas. Il faut que tu partes, maintenant. » Et Élise? Elle est probablement déjà en route. J'ai détecté une tentative d'accès à sa messagerie sécurisée. Alexandre fit son sac, paya en espèces et quitta l'hôtel sans un bruit. Il retrouva un contact à lui à Bruxelles, puis prit un train pour Amsterdam. Pendant 3 jours, il ne donna aucune nouvelle. Pas même à Élise. Ce n'est qu'à son arrivée dans un petit village côtier des Pays-Bas qu'il reçut une lettre manuscrite dans une enveloppe glissée sous la porte de sa chambre. Elle ne portait ni adresse ni timbre. Juste 2 mots écrits de la main d'Élise. « Nous survivrons ». Et dessous, une phrase tracée avec soin, mais la vérité a besoin de feu pour briller dans la nuit. Dans le petit village côtier d'Oostvoorne, perdu entre les dunes et les vents de la mer du Nord, Alexandre tenta de se reconstruire un semblant de routine. Chaque matin, il marchait sur la plage déserte, scrutant l'horizon comme s'il pouvait y lire un signe d'Élise. Il savait qu'elle était en mouvement, qu'elle fuyait encore, mais la lettre manuscrite qu'elle lui avait laissée était une encre, une promesse silencieuse qu'il ne se perdrait plus. Et pourtant, chaque jour sans nouvelles pesait comme une tempête intérieure. Il restait connecté en permanence aux canaux de Samuel, d'Éric et du collectif de Claire Heinemann. Le dossier Athéna s'étendait. Des noms sortaient peu à peu de l'ombre. Hommes politiques, industriels, anciens agents de renseignement recyclés dans le privé. Les ramifications étaient internationales. Plusieurs commissions parlementaires furent ouvertes, des procureurs mandatés, des comptes bancaires gelés. Mais la machine de défense s'activait elle aussi. Des experts furent mandatés pour démonter chaque pièce du dossier. Des avocats redoutables s'attaquaient à la crédibilité des sources, insinuaient la fabrication des preuves, évoquaient un complot orchestré par des intérêts concurrents. Le cœur de la guerre n'était plus sur le terrain, mais dans la perception, dans l'opinion. Et là, Alexandre sentait qu'un piège s'était refermé. Car sans Élise, sans une voix humaine et directe pour incarner la vérité, les révélations risquaient de s'effondrer dans l'abstraction. Les documents, aussi solides soient-ils, ne touchaient pas. Ce qu'il manquait, c'était un visage, une histoire. Et cela, seul lui et Élise pouvaient l'incarner. Un soir, alors que le ciel se couvrait d'encre, il reçut un appel crypté. La voix était familière. « Élise. »« Je suis en Norvège, murmura-t-elle. Un refuge temporaire. Noé va bien. Il pense qu'on est en vacances prolongées. Tu es en sécurité ? Pour l'instant. Mais on ne pourra pas fuir éternellement. Ce que tu as lancé, c'est trop grand pour rester dans l'ombre. Tu veux dire qu'il faut parler ? Oui, mais à nos conditions. » Elle lui expliqua qu'elle avait conservé depuis des années un journal, une archive secrète rédigée à la main, cachée dans une boîte hermétique et enterrée dans un terrain forestier près de leur ancienne maison de campagne en Bourgogne. Ce journal retraçait tout, ses débuts dans la fondation culturelle, les réunions suspectes, les conversations volées, ses doutes croissants, puis les menaces. Elle y avait décrit chaque visage, chaque détail, chaque lieu. Elle y avait même collé des photographies, des plans, des copies de documents qu'elle n'avait jamais osé transmettre à personne. « Tu dois le retrouver, dit-elle. C'est notre dernier atout. Tu peux me donner l'emplacement exact ? Je te le tracerai. Mais attention, si quelqu'un intercepte ce message, tu pourrais les mener droit à lui. » Elle lui dicta un code, un enchaînement de mots et de chiffres formant une coordonnée GPS dissimulée dans une phrase. Alexandre le nota, puis brûla la feuille aussitôt après. 2 jours plus tard, il était en route pour la Bourgogne,
à bord d'un véhicule loué sous un faux nom. La maison de campagne était abandonnée, les volets scellés, la végétation envahissante. Mais le terrain derrière, avec ses vieux cerisiers noueux, était resté intact. Il creusa à l'endroit indiqué entre deux pierres blanches formant un V. Il frappa quelque chose de métallique, une boîte en fer rouillé mais scellée. À l'intérieur, un carnet à la couverture noire protégé dans un sac plastique. Le journal. Il lut les premières pages sur place. Les mots d'Élise, tracés avec soin, parfois tremblants, parfois rageurs. Elle y racontait son infiltration involontaire dans le réseau, ses craintes de plus en plus vives, et le moment exact où elle avait compris qu'elle était devenue une cible. Puis le choix, disparaître pour survivre et préserver Noé. Le soir même, il transmit une copie numérisée du journal à Claire. La réaction fut immédiate. C'était la pièce manquante. Le témoignage humain qui reliait tous les éléments techniques, toutes les preuves numériques, à une histoire réelle, vécue, tragique. Samuel publia un second article, plus long, plus personnel. Journal d'une disparue, dans les mots d'Élise M. Le texte bouleversa l'opinion. Cette fois, ce n'était plus des chiffres ou des rapports. C'était le récit d'une femme traquée, d'une mère, d'une artiste, contrainte de renoncer à sa vie pour fuir des ombres. Mais c'est aussi à cet instant que les représailles changèrent de visage. Le compte bancaire principal d'Alexandre fut gelé par une procédure judiciaire surprise. Son entreprise fut perquisitionnée par des inspecteurs financiers. Des articles apparurent sur des plateformes douteuses, l'accusant de fraude, de corruption, de manipulation de marché. Des proches reçurent des menaces déguisées en mises en garde. Il comprit qu'il tentait de le discréditer, de le faire passer pour un manipulateur, un homme blessé, inventant des mensonges pour masquer ses échecs. Il reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix synthétique, irréelle, prononça simplement « Vous avez allumé le feu, ne soyez pas surpris de brûler avec lui ». Il raccrocha, le cœur battant. Et pourtant, malgré la peur, il sourit, parce qu'il savait que la flamme ne s'éteindrait plus. Alexandre s'était réfugié dans une maison austère du nord de l'Allemagne, près de Rostock, prêtée par un ancien partenaire commercial qui lui devait une faveur. Le lieu était reculé, presque invisible, entouré de champs silencieux et de forêts grises. Chaque jour, le vent balayait les vitres, comme un murmure persistant du monde extérieur. Et dans ce silence pesant, il sentait que la guerre s'approchait. Malgré la distance et les précautions, il savait qu'il ne pourrait pas se cacher éternellement. Les représailles contre lui s'intensifiaient. L'un de ses anciens associés fut interrogé par les autorités fiscales allemandes. Une journaliste avec qui il avait échangé quelques messages fut victime d'un cambriolage étrange. Rien ne fut volé, mais son ordinateur avait disparu. Chaque jour, la pression montait d'un cran. Élise, quant à elle, avait quitté la Norvège. Elle l'informa par message qu'elle s'était déplacée encore plus loin, vers une île grecque isolée, en utilisant des papiers d'identité fabriqués par un contact de confiance. Noé pensait qu'il faisait un long voyage autour du monde et posait de moins en moins de questions. Mais la peur, elle, ne les quittait jamais vraiment. « Je ne sais plus où est la ligne », écrivait-elle, « entre prudence et paranoïa, entre survie et exil. » C'était cette phrase, simple et douloureuse, qui hanta Alexandre. Il pensait avoir libéré la vérité, mais il avait aussi libéré les chiens de garde d'un système bâti pour détruire ceux qui parlaient. Qu'il avait exposé leur lumière, mais les avait aussi poussés à se battre avec violence. Il se demandait alors, pouvait-on vraiment se mettre à l'abri lorsqu'on avait touché une vérité aussi radioactive? Il fut contacté par Claire. La voix était ferme, mais plus inquiète qu'avant. « Nous avons reçu un avis informel d'un partenaire institutionnel. Il semblerait que ton nom ait été placé sur une liste de surveillance européenne. Une mesure discrète, sans procédure judiciaire officielle. Mais tu es considéré comme instable, potentiellement dangereux. »« Dangereux pour qui ?» demanda Alexandre. « Pour ceux qui n'aiment pas qu'on les regarde dans les yeux. » Elle lui proposa de se rendre en Suisse, dans un chalet sécurisé appartenant à l'un des membres du collectif. Là-bas, on lui fournirait une nouvelle identité, des ressources, un réseau de contacts capable de le faire disparaître des bases de données officielles. C'était un choix radical, définitif. « Si tu acceptes, dit-elle, tu ne seras plus Alexandre Durand. Tu vivras dans un autre corps, sous un autre nom. Tu auras la paix, mais tu ne pourras plus jamais reprendre ta place.
Il prit 24 heures pour réfléchir. Puis, il refusa. « Je ne veux pas disparaître. Je veux qu'ils sachent que je suis là, qu'ils n'ont pas gagné. » Claire comprit. Elle respecta sa décision, mais le prévint. « Alors tu dois te préparer, parce qu'ils ne vont pas t'oublier. » Et ils ne l'oublièrent pas. 2 jours plus tard, en pleine nuit, alors que la pluie battait les vitres du refuge allemand, il fut réveillé par un bruit sourd, un craquement. Il resta figé, tendu. Puis, un second bruit, plus proche. Il se leva, silencieux, attrapa son téléphone et s'approcha de la fenêtre. 2 silhouettes, sombres, se déplaçaient dans le jardin. Rapides, organisées. Il ne paniqua pas. Il suivit la procédure qu'Éric lui avait apprise. Il enclencha le système de diversion. Un vieux poste radio diffusant en boucle une bande sonore simulant une conversation humaine, couplée à des capteurs de mouvement. Puis il prit le sac d'urgence, contenant documents, argent liquide, vêtements, et s'échappa par la trappe arrière dissimulée sous le plancher. Il courut sans s'arrêter à travers les champs humides, sous une pluie froide et aveuglante, jusqu'à la grange abandonnée située à plus d'1 kilomètre. Là, il attendit. 2 heures, 3 heures. Puis au loin, il vit une lueur orange. Une fumée noire s'éleva lentement dans le ciel du matin. La maison brûlait. Ce n'était pas une tentative d'intimidation. C'était un avertissement. Le message était clair. Il n'y aurait plus d'abri, plus de refuge. Partout où il irait, il finirait par le retrouver. Parce qu'il avait défié l'ordre établi. Parce qu'il avait brisé la règle du silence. Il envoya un message à Élise. « Ils ont brûlé la maison. Je suis sauf. Mais plus rien ne sera comme avant. » Elle répondit rapidement. « Alors ne fuyons plus, ensemble ou rien. » Cette phrase le bouleversa. Pendant des mois, ils avaient vécu dans le sacrifice, la séparation, la peur. Mais maintenant, ils en étaient au point où la fuite n'était plus une solution. Le seul chemin, c'était l'affrontement. Pas frontal, pas par la violence, mais par la persistance, l'unité, la vérité. Il contacta Samuel, qui lui confirma que le journal d'Élise avait été authentifié par plusieurs juristes indépendants. Des copies sécurisées avaient été envoyées à des institutions internationales. Même si leurs ennemis les réduisaient au silence, la preuve resterait. La mémoire resterait. Et surtout, la voix d'Élise, enregistrée dans son journal, publiée, traduite, lue partout, appartenait désormais au monde. Alors, dans la grange froide et sombre, Alexandre prit une décision. Il rejoindrait Élise. Il ne vivrait plus en observateur. Il ne se cacherait plus seul. Ensemble, ils seraient plus forts, plus visibles, peut-être, mais aussi plus réels, parce qu'il savait désormais que le seul refuge véritable, c'était elle. Le voyage jusqu'à la Grèce fut long, fragmenté, jalonné de détours et de fausses pistes. Alexandre utilisa un réseau parallèle, organisé par le collectif de Claire, changeant de véhicule, de guide, de papier. Chaque étape l'éloignait de son ancienne vie et l'enfonçait davantage dans un monde sans retour. Il traversa la frontière autrichienne à pied, dissimulé dans une camionnette de transport agricole, puis passa par la Slovénie et la Croatie, avant d'embarquer à bord d'un voilier privé vers les îles Ioniennes. Il arriva à Kastos, une île minuscule oubliée du tourisme de masse, battue par les vents salés et bordée de criques aux eaux profondes. Là, dans une maison en pierre dissimulée derrière des oliviers centenaires, Élise et Noé l'attendaient. Le moment de leur retrouvaille fut silencieux. Aucun mot ne vint d'abord. Elle le regarda longuement, comme pour s'assurer que ce n'était pas un mirage. Lui, sans même poser son sac, l'enlaça. Elle se laissa faire, son visage enfoui contre sa poitrine, le souffle court. Puis Noé arriva, son dessin à la main, ignorant encore l'ampleur de ce que signifiait ce geste. Il leva les yeux vers Alexandre puis dit « Tu ressembles à celui de mon rêve ». Alexandre s'agenouilla, les larmes aux yeux. Il ne répondit pas, pas encore. Il voulait juste retenir ce moment, le graver. Il était là. Ils étaient là, ensemble. Enfin, pendant plusieurs jours, ils vécurent dans un calme presque irréel. Élise peignait à l'ombre d'un figuier. Noé jouait avec les pierres, les coquillages, les histoires inventées. Alexandre lisait, écrivait et surtout observait. Il voulait mémoriser la paix, la respiration naturelle de ceux qui avaient fui trop longtemps. Mais il savait que cette parenthèse ne tiendrait pas. Ce n'était pas un abri, mais une trêve. Et cette trêve, il fallait la transformer.
Il proposa à Élise une idée folle, un dernier coup de théâtre, un dernier acte. Nous devons apparaître, pas fuir, pas attaquer, mais montrer qui nous sommes, raconter, ensemble, dans un endroit sûr, devant une caméra, et ensuite disparaître pour de bon. Elle le regarda d'abord effrayée, puis elle comprit. Ce n'était pas une provocation, c'était une offrande, un témoignage qu'ils laisseraient au monde, une preuve humaine, indélébile, de tout ce qu'ils avaient traversé. Ils contactèrent Samuel. Il accepta de venir sous haute protection avec une petite équipe de tournage. Pas de logo, pas de médias, juste une équipe de confiance, 2 caméras, un micro. Le tournage aurait lieu sur l'île voisine de Calamos, dans une maison abandonnée, accessible uniquement par bateau. Le jour venu, Élise s'assit face à la caméra. Elle portait une robe blanche simple, ses cheveux attachés, son regard clair et calme. Alexandre était hors champ, tenant la main de Noé. La lumière du soir entrait par la fenêtre, dessinant des ombres douces sur son visage. « Mon nom est Élise Moreau. J'ai été témoin d'un système qui ne devait pas exister. J'ai fui. J'ai survécu. Mais je ne veux plus me taire. » Elle parla pendant 1 heure. De sa jeunesse, de son rêve d'art, de l'erreur qui l'avait menée dans la fondation, des réunions où l'on chuchotait l'illégal, des regards qui ne supportaient pas la lumière, de sa fuite, de ses nuits sans sommeil, de l'enfant qu'elle avait protégé avec son silence, et enfin, de l'homme qu'elle avait aimé, qu'elle avait quitté pour le sauver, et retrouvé pour ne plus fuir. Le témoignage fut monté en une seule prise. Pas de coupe, pas de montage, juste une vérité nue. Samuel le publia 3 jours plus tard sur un serveur offshore sécurisé. La vidéo fut partagée des millions de fois, partout dans le monde. Élise devint le visage de l'intégrité sacrifiée. Les chaînes de télévision reprirent des extraits. Les journalistes, soudain, se réveillèrent. Le doute changea de camp. Les puissants, jusqu'alors protégés par l'ombre, furent contraints de répondre publiquement. Mais au même moment, les messages menaçants recommencèrent à pleuvoir. Une note anonyme fut retrouvée dans le bateau de Samuel. Une caméra de surveillance fut désactivée près de l'école de Noé sur l'île. Alexandre comprit, ils n'avaient pas été oubliés. Ils n'étaient pas à l'abri. Et maintenant, ils étaient des symboles. Alors ils mirent en œuvre le plan final. Grâce à Claire et à son réseau, une extraction discrète fut organisée. Une nouvelle identité. Un nouveau départ. Dans un pays dont même lui ne voulait pas connaître le nom exact. Il changerait de visage, de voix, de passé. Le dernier soir, alors que les valises étaient prêtes et que le bateau attendait au large, ils gravèrent une phrase sur le mur de la maison de pierre. « Ce n'est pas la fuite, c'est la renaissance. » Ils partirent avant l'aube, Noé endormi dans les bras d'Élise. Alexandre regarda une dernière fois la silhouette de l'île, puis ferma les yeux. Il savait qu'il ne reviendrait jamais. Mais il n'avait plus besoin de revenir. Il avait accompli ce qu'il devait faire. Il s'était montré au monde, une dernière fois. Et désormais, le monde devait choisir s'il allait ouvrir les yeux ou continuer à vivre masqué. Les mois qui suivirent leur disparition furent marqués par une agitation silencieuse. La vidéo d'Élise continua de circuler, traduite dans plus de 20 langues, diffusée dans des universités, utilisée dans des débats parlementaires. Elle était devenue un symbole d'un courage rare, celui de parler sans haine, de montrer sans agresser, de survivre sans se venger. Mais si la vérité avait enfin vu la lumière, elle avait laissé derrière elle un sillage de cendres. Et dans ces cendres, les cicatrices ne s'effaçaient pas. Le nom d'Alexandre Durand fut rayé de plusieurs conseils d'administration. Des entreprises rompirent leurs contrats. Ses avoirs en France restèrent gelés, malgré les protestations de ses avocats. Des rumeurs circulaient encore, mêlant mensonges et demi-vérités, entretenant un flou utile à ceux qui préféraient le silence à la justice. Mais ce n'était plus son combat. Dans une petite ville d'Amérique du Sud, dont le nom n'apparaissait sur aucune carte touristique, il vivait désormais sous un nom banal, dans une maison simple, aux murs blancs, entourée d'un jardin rempli d'arbres fruitiers. Là, le vent avait une odeur de chaleur, de terre rouge et de café séché. Là, Noé allait à l'école locale, apprenant une langue nouvelle avec la facilité des enfants qui n'ont pas encore peur de l'oubli. Là, Élise peignait à nouveau, chaque jour, remplissant des carnets entiers de formes, de visages, de souvenirs réinventés. Ils ne parlaient jamais de leur ancienne vie en public, même entre eux les mots restaient rares.
Mais dans leurs gestes, tout était dit. Dans le regard qu'Élise lançait à Noé quand il rentrait, les genoux sales et le sourire large. Dans le silence d'Alexandre, lorsqu'il contemplait le soleil tomber derrière les collines, une tasse en main. Dans les nuits où parfois ils se réveillaient ensemble, les cœurs battants, hantés par des rêves trop proches de la réalité. Ils avaient survécu. Mais la survie n'était pas la fin. Elle était le début d'une autre vie, bâtie sur les ruines de l'ancienne. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un marché coloré, un homme les observa longuement. Il ne s'approcha pas, ne parla pas, mais son regard resta. Alexandre le remarqua immédiatement. Ce n'était pas un touriste, ce n'était pas un voisin, c'était autre chose, une présence, une possibilité. Il ne dit rien à Élise, pas tout de suite, mais ce soir-là, il vérifia toutes les serrures. Il consulta les journaux locaux. Il relut les messages de Claire, toujours réguliers, toujours rassurants, mais toujours laconiques. Il savait que le danger ne disparaît jamais vraiment. Il recule, il attend, il observe. Et parfois, il revient sous un autre visage. Mais il savait aussi qu'ils n'étaient plus les mêmes. Ce qu'ils avaient traversé les avait endurcis, unis, transformés. Ils n'étaient plus des fugitifs. Ils étaient des survivants actifs, des témoins en veille, des éclaireurs. Il avait appris à créer des poches de silence dans la journée, des moments de vide où l'âme pouvait respirer. Élise écrivait désormais, en plus de peindre. Elle remplissait des pages de pensées, de réflexions, de fragments. Elle projetait de publier un jour sous pseudonyme un recueil intitulé « Fragments d'exil », pas pour raconter leur fuite, mais pour témoigner de ce que signifie vivre après. Noé grandissait avec des souvenirs confus, des images floues, des impressions. Il posait parfois des questions. Pourquoi son prénom avait changé à l'école? Pourquoi il n'avait pas de photos de famille d'avant? Pourquoi leur maison avait un générateur solaire, mais pas de connexion permanente? Alexandre répondait avec délicatesse, toujours. Il expliquait que leur vie était différente mais choisie, qu'ils vivaient ainsi parce qu'ils croyaient à la vérité, que certaines histoires étaient trop dangereuses pour être dites tout de suite, mais qu'un jour ils sauraient tout. Et Noé, avec cette sagesse instinctive des enfants, hochait la tête. Il comprenait que certaines choses ne s'apprennent pas dans les livres. Une nuit, alors que le vent faisait claquer les volets et que l'électricité s'était coupée brièvement, Élise se leva, marcha jusqu'au bureau et sortit une toile qu'elle n'avait jamais montrée. Elle l'avait peinte quelques semaines après leur arrivée. Elle montrait une route étroite bordée d'arbres sans feuilles sous un ciel d'encre. Et au bout, une silhouette tenant la main d'un enfant, avançant vers une lumière floue. Elle tendit la toile à Alexandre, qui la contempla longtemps. « Tu sais ce que je vois ?» dit-il. « Dis-moi. » « Nous, mais sans peur, juste libre. » Elle sourit doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, il vit dans ses yeux quelque chose qui avait disparu depuis des années. La paix. Pas une paix définitive, naïve, mais une paix active, consciente, construite à force de pertes et de choix. Les cicatrices de la lumière ne disparaissent pas. Elles restent gravées dans les peaux et les silences. Mais elles ne font plus mal. Elles rappellent. Elles renforcent. Elles élèvent. Et dans ce petit coin oublié du monde, entre le silence des collines et le murmure du vent, 3 âmes vivaient. Non plus pour fuir, non plus pour combattre, mais simplement pour exister. Le jour de l'anniversaire de Noé approchait. Il allait avoir 6 ans. Pour la première fois, Alexandre et Élise décidèrent d'organiser une fête, modeste, secrète, mais symbolique. Pas pour marquer le passage du temps, mais pour honorer quelque chose de plus précieux, leur survie, leur union, leur renaissance. Ils invitèrent quelques voisins, des gens simples, bienveillants, qui ne posaient pas de questions. Des enfants de l'école vinrent avec des dessins, des sourires, des gâteaux faits maison. Aucun ne connaissait leur histoire, aucun ne savait ce qu'ils avaient traversé. Et c'était parfait ainsi. Ce jour-là, Élise accrocha au mur une nouvelle toile. Elle n'était pas signée. Elle représentait un cercle de feu dans une forêt obscure, mais au centre du cercle une clairière, lumineuse, vide, paisible. Elle l'intitula « L'éveil des possibles ». Alexandre comprit aussitôt. Ce n'était pas une fin, c'était un seuil. Depuis des mois, ils avaient appris à reconstruire l'intérieur, à vivre sans la peur constante, à créer de nouveaux repères. Mais maintenant, quelque chose en eux voulait plus. Non pas un retour au passé, mais une ouverture,
un pont vers les autres, vers ceux qui n'avaient pas encore trouvé de refuge. Alors ils décidèrent de faire un geste. Avec l'aide discrète de Claire et du collectif, ils commencèrent à soutenir d'autres lanceurs d'alerte. De manière anonyme, évidemment. Des dons, des lettres, des conseils cryptés. Ils n'étaient plus seulement des survivants, ils devenaient des passeurs, des guides invisibles dans un monde qui punissait ceux qui parlaient. Un soir, dans leur salon éclairé par des bougies, Élise prit la parole. « Tu crois qu'un jour Noé saura tout ?»« Je pense que oui, » répondit Alexandre. « Mais au moment juste, quand il sera prêt à comprendre, pas à souffrir. Et nous, est-ce qu'on est prêt à vivre avec ça pour toujours ?» Il la regarda, longuement. « Nous ne vivons pas avec ça. Nous vivons avec nous. Ce qu'ils ont tenté de détruire, c'est nous qui l'avons reconstruit. » Elle acquiesça. Le silence qui suivit n'était pas un vide, mais un lien. Quelques semaines plus tard, ils reçurent une lettre par un chemin détourné. Une lettre de Samuel. Il y disait que l'enquête sur le réseau Athéna avait abouti à plusieurs mises en examen, que des procès étaient en cours, que le nom d'Élise ne figurait dans aucun dossier, que son témoignage, bien que central, avait été traité comme une pièce d'alerte, non comme une accusation. Il terminait par ces mots. « Le monde n'est pas sauvé. Mais il est un peu moins aveugle, grâce à vous. » Cette lettre, ils la plièrent avec soin, la glissèrent dans un carnet et la rangèrent dans une boîte en bois avec d'autres souvenirs. Un caillou de la plage d'Oostvoorn, un morceau de la robe bleue qu'Élise portait le soir de leur rencontre à Paris, un dessin de Noé représentant une maison dans les nuages. Le temps passa. Les jours se ressemblaient, simples, ancrés dans la terre, le vent, le présent. Mais au fond d'eux, ils savaient qu'ils avaient franchi quelque chose que peu de gens osaient affronter, la vérité nue, le sacrifice de tout pour ne pas trahir ce qu'on est. Un matin, Noé posa une question inattendue. « Est-ce que le monde est dangereux ?» Élise s'arrêta un instant puis répondit « Oui, mais il est aussi plein de gens qui le rendent moins dangereux. Et toi, tu peux en faire partie. Comment ? En écoutant, en observant, en parlant quand il le faut. Et en te taisant quand il faut protéger. » Il sembla réfléchir longtemps, puis il déclara « Alors je veux être un gardien. » Alexandre sourit. Il ne savait pas ce que cet enfant allait devenir, mais il savait qu'il grandirait avec une force rare, celle de ceux qui ont vu la lumière derrière le feu, qui ont appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa traversée, que l'amour véritable est celui qui ne réclame rien, mais offre tout. Ce soir-là, ils s'endormirent à trois, dans la chaleur tranquille de leur maison d'exil. Aucune alerte, aucun signal, juste la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait, de s'être choisi, d'avoir, contre tous les murs, planté une graine. Et quelque part, dans un autre pays, une autre femme ouvrait un fichier, lisait leur histoire et comprenait qu'elle n'était pas seule, que la vérité avait un prix, oui, mais qu'elle pouvait aussi être une clé, une lumière, un départ. L'éveil des possibles ne faisait que commencer.